L'agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar, proposé et présenté par Hélène Sauvage, rédactrice en chef, et Mathieu Lecourtier, chef de la rubrique agronomique. L'agronomie est parfois perçue comme complexe et obscure. Pourtant, elle est au cœur des solutions pour bâtir des écosystèmes durables et résilients. L'agronomie, ce n'est pas un souci ni un défi, c'est un outil. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Hélène. Alors pour cet épisode, tu as décidé de nous parler du colza. Alors dans le contexte précoce de l'année, je suppose que les premiers semis vont pas tarder à démarrer. Mais en préparant cet épisode, tu m'as parlé de colza robuste. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un colza dit robuste est un colza qui peut supporter les attaques de grosses altises et de charançon du bourgeon terminal durant l'automne. On constate une pression de plus en plus forte de ces insectes et on sait qu'il y a de moins en moins de solutions chimiques pour lutter contre. Donc il faut penser agronomie. Donc si je comprends bien, un colza robuste, c'est un colza capable de passer ces attaques de ravageurs à l'automne. Tu as fait appel à quels experts pour répondre à cette question ? J'ai contacté 2 experts de Terrinovia, Stéphane Cadou qui est responsable du département agronomie et Michael Geloun qui est ingénieur de développement et qui anime également des réseaux d'agriculteurs innovants. Je leur ai d'abord demandé de lister les indicateurs qui montrent qu'un colza est bien robuste. Concrètement, c'est quoi un colza robuste ? C'est un colza qui lève tôt. Et c'est un colza qui a une croissance dynamique, une croissance continue avec des pieds vigoureux. Alors, pour fixer peut-être des repères, effectivement, un colza qui lève tôt, on va plutôt parler d'un colza qui lève avant fin août. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'atteindre le stade 4 feuilles avant le 20-25 septembre, période à laquelle arrivent les altises adultes et qui peuvent poser des dégâts sur les de consommation des feuilles de colza, donc qui peuvent présenter des dégâts. Donc si on veut éviter ces dégâts-là, avec une levée début août, on arrive à esquiver ce risque-là. Et ensuite, on arrive sur un deuxième risque qui est plutôt le risque lié aux larves d'altise et de charançon du bourgeon terminal. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est un colza qui a une pousse assez dynamique et surtout continue à l'automne. Et là, en termes de repères, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à l'entrée de l'hiver, il va nous falloir un colza qui est autour d'1 kg, 1,5 kg si possible. Donc plutôt des assez gros colza, parce que ça va éviter aux larves, ça va rendre le travail des larves plus difficile pour aller à cœur, ce qui pose problème. Et ce qui peut poser des dégâts. Ça va être aussi traduit en termes de biomasse par pied, par au moins 50 grammes par pied, parce qu'on peut faire beaucoup de biomasse, mais si on a trop de pieds, qu'on fait des petits pieds, ça fait des pieds qui restent malgré tout sensibles. Donc ce seuil de 50 grammes par pied est important. Et puis cette notion de croissance continue, parce que tout ça, c'est bien si on a une bonne croissance du colza, mais il faut éviter qu'on ait un arrêt de croissance lié par exemple à des carences en azote ou en phosphore, parce qu'à ce moment-là, les larves peuvent pour le coup continuer d'aller creuser et d'arriver à cœur et donc de produire des dégâts. Et donc faut qu'on puisse on ait cette croissance continue. Et ça, ce qu'on regarde comme critère, c'est surtout ne pas observer de symptômes de carence de type rougissement à l'entrée de l'hiver. Si on a un colza qui a été bien implanté, qui a bien été alimenté, qui a bien justement obtenu ses objectifs de biomasse à l'automne, on a souvent des colzas qui repartent quand même assez rapidement en sortie d'hiver. Ça permet justement d'avoir que le colza finalement gagne cette course contre la montre finalement entre la progression des larves dans le pétiole et la montée finalement du bourgeon terminal. Et tout ça se traduit aussi du coup par des pourcentages de plantes avec des pores buissonnants qui sont inférieurs à 20%, qui est le seuil à partir duquel on commence vraiment à avoir des nuisibilités au niveau des insectes. Alors Mathieu, j'imagine que pour atteindre cet objectif de colza robuste, il faut y penser dès le semis. Oui, parce qu'il faut placer la culture dans les meilleures conditions au moment du semis. En plein été, l'ennemi principal du semis, c'est le sec. Comme tu le sais Hélène, le moins de travail du sol l'assèche un peu plus. Il faut donc se contenter du strict nécessaire juste avant de semer le colza. Et si on veut un travail un peu plus en profondeur ? Je dirais qu'il faut l'anticiper bien en amont et s'en occuper 1 an plus tôt, avant le semis du précédent du colza. Le premier levier très important, c'est celui qui doit permettre de maintenir le maximum de fraîcheur dans le sol. Problématique principale de faire lever du colza en été, c'est souvent le sec. Donc les premières pratiques à mettre en place, elles doivent préserver
permettre de préserver cette fraîcheur. Ça veut dire, si possible, implanter le colza derrière un précédent qu'on récolte tôt, qui peut laisser un petit peu de fraîcheur et qui laisse le temps aussi de travailler éventuellement le sol, de se réhumecter. Et puis surtout, ça veut dire en termes de travail du sol, ça c'est très important, de le limiter le travail du sol au strict nécessaire. Donc limiter au strict nécessaire, ça veut dire qu'il faut trouver la bonne balance. En fait, faut faire le minimum possible, mais par contre, faut envisager, ça peut se justifier de travailler le sol, par exemple, si on a des tassements. Il faut trouver ce juste milieu qui est très important. Et pour aider à trouver ce juste milieu, nous on recommande fortement le test bêche, qui permet de vérifier si la structure est bonne ou s'il y a un tassement, de vérifier jusqu'à quelle profondeur il va pour savoir à quelle profondeur on doit travailler le sol. On n'a pas forcément besoin d'aller faire un diagnostic très très profond. Il y a peu de risques au niveau des chantiers de récolte qu'on ait vraiment des tassements très profonds, et de toute façon, on aura rarement intérêt à faire du travail très profond avant colza. On ajuste la profondeur du travail du sol, on fait le strict nécessaire, mais aussi on travaille le plus tôt possible. Donc idéalement, si on a à travailler le sol, on travaille aussitôt après le passage de la moissonneuse-batteuse. Comme ça, on essaye de préserver le peu de fraîcheur qu'il y a dans le sol. Donc, on travaille tôt, on essaye de rouler s'il y a une période sèche qui est annoncée derrière. Et si on a besoin de retravailler le sol pour gérer les pailles, pour continuer de gérer la structure, on essaye de travailler avant les pluies. Encore une fois, l'objectif étant, on fait en sorte de bien valoriser les pluies et pas de travailler après pour dessécher le sol. Ok, alors je retiens qu'il faut tout faire pour garder un maximum de fraîcheur. Et en termes de date de semis, ça donne quoi? Définir la date de semis d'un colza est finalement assez facile. Retenons que la culture doit être levée avant le 1er septembre. Après, la culture a besoin de 400 degrés jour pour atteindre le stade 4 feuilles. Ce stade doit être atteint vers le 20 septembre, période qui correspond au pic d'arrivée des grosses altises en moyenne. Donc si je comprends bien, il faut que le semoir il soit prêt début août. Le semoir doit effectivement être prêt début août et il faut guetter la pluie pour semer juste avant si possible. Ça s'adapter aussi à la région. C'est que nous ici, plutôt zone intermédiaire, on va plutôt donner aux agriculteurs le conseil d'être prêt à semer au 1er août. C'est pas dire de semer au 1er août, c'est d'être prêt à semer et d'être opportuniste avec les épisodes de pluie. C'est que finalement, l'idée, c'est comme se dire, on va plutôt essayer de semer avant la pluie plutôt que après la pluie. Pour ça, ça permet toujours d'élever les plus homogènes possibles. On sera plutôt sur des semis, on va dire, globalement plus précoces, sur des argilo-calcaires, sans apport de matière organique. Quand on est sur des sols plutôt profonds avec apport de matière organique, on a un petit peu plus de souplesse aussi, parce qu'on sait que c'est des sols qui, finalement, vont larguer aussi un peu plus d'azote, des sols qui vont permettre un développement plus important des colzas à l'automne. On a un peu plus de souplesse, même si, on sème des fois plus tard. On sait que c'est des sols qui permettront d'avoir des colzas au bon stade au 15 septembre, dans la mesure où on a des semis des levées avant le 1er septembre. Si en plus on veut mettre des plants de campagne, si on veut vraiment des plantes qui soient développées sur l'automne et qu'elles soient les plus sensibles au gel, on va plutôt aussi conseiller de semer une dizaine de jours plus tôt pour gagner un petit peu en somme de température, pour avoir des plantes déjà assez développées, pour avoir l'objectif des 500 grammes de plants de campagne mètre carré qui est vraiment le minimum pour vraiment avoir un effet sur les insectes, et avoir aussi un stade de développement assez avancé à l'entrée de l'hiver pour avoir une destruction par le gel, même si aujourd'hui on a des solutions de désherbage de post-levée qui peuvent permettre de contrôler les plants de campagne. L'objectif c'est pas d'augmenter non plus les consommations d'herbicides spécifiquement pour la destruction des plants de campagne. Le côté plants de campagne qui a un levier aussi lui à part entière, parce qu'en fait il est transversal sur deux thématiques. La première, c'est le côté implantation, qui va permettre justement d'accompagner la croissance racinaire du colza, notamment quand on est sur une situation de TCS ou de semi-direct. Il va aussi jouer sur le volet croissance continue du colza à l'automne. En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'un colza associé, finalement, on a une amélioration d'exploration racinaire. On a aussi une petite limitation de la biomasse aérienne de 15 à 20%, ce qui fait qu'en fait, le fait d'avoir une plante avec une meilleure croissance racinaire va mobiliser davantage les réserves du sol, une croissance aérienne un petit peu plus faible, c'est-à-dire qu'on va concentrer l'azote dans le colza, ce qui fait qu'on va marquer une fin d'azote aussi beaucoup plus tardive que si on était en situation de colza seul. Et l'autre, le dernier intérêt aussi des plants de campagne, c'est le volet aussi gestion des larves d'insectes, notamment soit CBT ou larves de grosses altises. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une réduction du nombre de larves par plante de 30 à 50% en fonction des niveaux d'infestation qu'on peut avoir.
Mathieu, si je comprends bien, il faut essayer de précocifier le semis. Et est-ce qu'on peut aussi envisager la fertilisation comme levier? Ah oui, c'est effectivement une solution pour éviter les fins d'azote précoces. C'est important que le colza affiche une croissance dynamique durant tout l'automne pour le mettre à l'abri des dégâts de larves. Le mieux, c'est d'accompagner la culture en minéral ou en organique dans la limite de la réglementation, bien entendu. Laissons les deux experts de Terrinovia nous en parler. Quand on parle de nutrition, on résume beaucoup à l'azote, mais il n'y a pas que l'azote, il y a aussi azote et phosphore. Et c'est vrai que du coup, dans ce contexte-là, on peut être amené à mettre soit la fertilisation organique pour ceux qui ont l'opportunité de pouvoir l'avoir, c'est toujours plus sécuritaire parce que du fumier ou du compost, ça mène pas que de l'azote ou du phosphore, ça amène aussi d'autres éléments. Sinon, on peut être en minéral, en localisé au semis, donc avant le 1er septembre, parce qu'après, on n'a pas le droit de mettre de l'azote. Donc on va plutôt rester sur du minéral, avec azote, phosphore. Et puis aussi pour le côté nutrition, il y a aussi un point important, c'est le côté densité de semis. C'est qu'on va aussi justement essayer aussi d'optimiser au maximum en évitant les surdensités. Donc on va plutôt nous chercher à avoir plutôt entre 35 et 40 pieds levés, en se disant aujourd'hui voilà l'azote qu'on a à disposition, ça va durer plus longtemps quand on a 35 ou 40 pieds que quand on a 50 ou 55. L'idée c'est de se dire finalement moins on aura de densité, en tout cas, moins on va être viser la surdensité, plus finalement l'azote disponible permettra d'accompagner la croissance sur l'automne. Et on l'a vu cette année sur un essai qu'on avait en Haute-Saône, c'est que finalement entre 35 et 55 pieds par mètre carré, on avait 4 fois plus de pieds avec des pores buissonnants où on avait une forte densité parce qu'on a limité la croissance à l'automne parce que forcément plus de pieds au mètre carré consommera l'azote plus rapidement, du coup on viendra plus facilement en fin d'azote. Alors, on a parlé semis, on a parlé fertilisation. Parfois, j'entends parler aussi de plan de campagne. Est-ce qu'il y a un sujet, Mathieu? Lors des journées techniques que j'ai l'occasion de suivre, il est souvent fait référence à un quatuor gagnant pour obtenir un colza robuste. Le semis précoce, le semis direct, la fertilisation localisée au semis et en effet les plans de campagne. Mais c'est pas toujours facile de mobiliser tous ces leviers. Le fait de combiner au moins 2 leviers, ça permet quand même déjà de faire une grosse partie du travail. Le but, c'est pas systématiquement combiner le maximum de leviers. Si on peut, c'est bien. Mais déjà en combiner 2, ça permet déjà d'avoir un colza quand même suffisamment robuste pour pouvoir être un petit peu mieux armé face à la présence d'insectes à l'automne. La combinaison des leviers, elle dépend aussi de la situation dans laquelle on est. Exemple, dans des sols qui minéralisent peu, des argilo-calcaires superficiels dans lesquels justement on a du mal à faire de la croissance, c'est clair que là on a intérêt à combiner les leviers, notamment qui permettent d'améliorer la nutrition du colza. Et donc on va retrouver à la fois plan de campagne, mais plan de campagne c'est pas suffisant. On a besoin aussi de semis précoces pour que les plants de campagne aient le temps aussi de bien se développer. On a besoin d'un apport de nutrition sous différentes formes. Donc là, on a vraiment besoin de combiner tous ces leviers-là et même d'ajouter aussi le levier variétal qui va apporter aussi, en prenant des variétés qui ont une forte dynamique de croissance à l'automne, un plus encore. Donc là, on aura vraiment intérêt à mettre pas mal de leviers. On a beaucoup plus de liberté et moins besoin d'empiler les leviers entre guillemets quand on est dans des situations plus favorables ou avec des sols qui minéralisent beaucoup plus, dans des limons avec beaucoup de matière organique, où effectivement là on n'a peut-être pas besoin de rajouter à la fois de la fertilisation plus des plants de campagne parce que naturellement on va avoir déjà pas mal de ressources. Et à ce moment-là, pour le levier variétal, au contraire, on va plutôt chercher à avoir des variétés qui sont pas trop sensibles à l'élongation, donc peut-être pas celles qui sont les plus dynamiques en termes de croissance à l'automne, mais voilà, qui vont limiter le risque aussi d'élongation dans des situations très très favorables à la croissance. Si vraiment on veut hiérarchiser ces différents leviers, ça va être tous ceux qui permettront dans un premier temps d'installer correctement le peuplement. Ensuite, on sera plutôt sur les leviers qui permettront d'améliorer la croissance dynamique du colza à l'automne. Ensuite, on pourra rajouter les plants de campagne. Et à la fin, la partie insecticide. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi une position insecticide qui est un levier comme un autre aussi, et qui est aussi à raisonner en fonction justement des berlaises qui sont faits. Donc en déclenchement après, dès qu'on est au seuil de 5 larves par plante. Et tout ça, ça découlera des leviers agronomiques qu'on a pu mettre en place juste avant. Alors, j'ai l'impression qu'on a brossé l'ensemble des possibles pour arriver à un colza robuste, mais je crois que tu voulais insister sur un dernier point, Mathieu. Avec ces pratiques, Hélène, on en oublierait presque les fondamentaux.
Avec un colza robuste, il y a de fortes chances que la biomasse de la culture soit importante en entrée d'hiver. On pense donc à la pesée de biomasse. Elle permet de réaliser des économies d'azote et d'améliorer son efficience, comme le rappellent les 2 experts de Terrinovia. Il y a un autre avantage finalement à avoir un colza robuste qui a une très bonne croissance à l'automne, c'est qu'on va pouvoir valoriser ça, et on aura tout intérêt à valoriser ça en termes d'azote accumulé dans le colza. Parce que toute cette azote accumulée dans le colza, on va pouvoir, il va être à prendre en compte dans le calcul de la fertilisation azotée, notamment avec des méthodes comme la réglette, parce que tout cet azote va être disponible, va pouvoir être remobilisé au printemps, et donc sera autant d'azote en moins à apporter par la fertilisation minérale. Donc ça vaut vraiment le coup de valoriser ça en faisant une pesée de colza en entrée hiver, puis en sortie d'hiver, pour l'intégrer dans le calcul de la dose azotée au printemps. Et bien souvent, ça permet en plus d'avoir un gain, une réduction de fertilisation azotée, ce qui dans le contexte actuel est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Mathieu d'avoir recueilli ces témoignages, et si tu me permets, je conclurai de la manière suivante: moisson sitôt terminée, colza presque semé. C'est très bien trouvé, Hélène, ça deviendra un dicton un jour. En attendant, on remercie Stéphane Cadou et Michael Geloun pour leur participation, et on vous souhaite à tous de bons semis de colza. C'était l'agronomie sans souci, le rendez-vous audio de Cultivar. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site internet cultivar.fr et abonnez-vous au magazine Cultivar. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute à la demande. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux.